Printemps 1992. Sur fond d'effondrement de la Yougoslavie, la Bosnie s'enflamme. Un an plus tôt, la Croatie a voté pour son indépendance. Les Bosniaques veulent la même chose. Mais les Serbes, qui représentent un tiers de la population, refusent cette indépendance. Le président Milosevic rêve encore d'une grande Serbie et veut garder la Bosnie sous sa coupe. Les Croates, eux, y sont favorables, car ils pensent pouvoir annexer les territoires où ils sont majoritaires. Enfin, les Bosniaques de confession musulmane, qui représentent près de la moitié de la population, veulent une Bosnie unie et indépendante. En plein cœur de l'Europe, le pays se déchire. Le conflit va faire plus de 100 000 morts. Sous-équipée et mal entraînée, l'armée bosniaque est rapidement submergée. Dès le premier mois des hostilités, des dizaines d'hommes vont déferler sur la Bosnie pour venir au secours de leurs frères de religion. On les appelle les Afghans, des guerriers qui ont défait les soviétiques en Afghanistan. Ce sont des combattants pieux et exaltés. La Bosnie leur donne l'occasion d'un nouveau djihad, la guerre sainte. Au sortir de ce conflit, 4 ans plus tard, les plus fanatisés de ces moudjahidines vont faire de la Bosnie le berceau du groupe terroriste le plus connu au monde, Al-Qaïda. Dès le début de la guerre, les moudjahidines sont infiltrés par camions qui traversent les frontières sous le faux nez d'action humanitaire. C'est dans un pays qui pratique un islam ouvert et tolérant qu'arrivent les premiers moudjahidines. Quelques années auparavant, en 1984, Sarajevo, capitale multiculturelle, était encore l'hôte des Jeux olympiques d'hiver. Les communautés serbes, croates et bosniaques y vivaient en harmonie. La guerre va tout détruire. Il y avait une sorte d'agence humanitaire appelée l'Agence d'aide au tiers-monde, la TWRA. Cette agence a été fondée par un homme d'affaires soudanais qui connaissait Oussama Ben Laden depuis bien longtemps. Et ce sont eux qui organisaient l'acheminement des moudjahidines en les faisant venir sous le couvert de membres de l'association. Les premiers combattants à mettre le pied en Bosnie sont des djihadistes internationaux qui viennent d'Arabie Saoudite, du Yémen, du Pakistan, mais aussi des pays du Maghreb. Ils se sont endurcis pendant des années en affrontant les soviétiques en Afghanistan. Pour eux, la guerre est aussi une façon de propager un islam fondamentaliste. Ils sont en Bosnie au nom d'Allah. Parmi ces hommes, Eman Awan, un Syrien. C'est l'un des premiers à arriver en Bosnie et il va devenir l'intermédiaire incontournable entre les autorités bosniaques et les chefs des combattants étrangers. On le voit ici discutant avec le président bosniaque Alija Izetbegović. Début 1992, Eman Awan est aussi chargé d'accueillir les nouvelles recrues.
Les volontaires qui se présentaient devaient tout d'abord subir un entraînement d'environ 40 jours sur notre base principale. Puis on les envoyait généralement sur les lignes de front. Là-bas, ils devaient maintenir ce front coûte que coûte. Sinon, ils avaient aussi des activités de loisirs, comme jouer au foot pour se détendre un peu. Ils lisaient aussi le Coran ou de la littérature islamique. Puis ils repartaient au combat. Avant les offensives, il y avait un gros travail de préparation. Ils se rendaient par petits groupes pour étudier le terrain et voir comment ils allaient attaquer. Sur le terrain, les combattants étrangers se font aussitôt remarquer pour leur bravoure. Des hommes prêts à mourir au nom d'Allah, en Bosnie, on n'a jamais vu ça. Ce qui nous motivait tous, c'était de venir en aide aux musulmans bosniaques, nos frères de religion. Mourir au nom d'Allah pour aider l'un de ses frères, c'est pour un vrai musulman la plus grande des motivations. Je suis prêt à mourir pour cela. Il y a des gens qui se battent pour de l'argent et il y a un nom pour ça, des mercenaires. Pour nous, l'argent n'a aucun intérêt, ça n'a jamais été ça qui nous a motivés. Fin 1992, les volontaires comme Eman se comptent déjà par centaines. Derrière ce flot incessant, la CIA. Pour les Américains, ces combattants sont une formidable aubaine. Ils vont servir leurs intérêts à la place des Marines de l'US Army. Si l'Amérique est si active, c'est qu'elle craint que les Russes ne profitent du conflit pour prendre pied en Europe occidentale. La guerre froide n'est pas finie. Ce genre de conflits locaux et régionaux étaient des territoires de guerre indirects entre l'URSS et les États-Unis. À cette époque, la Serbie était donc le problème numéro 1 du monde occidental, car le souci principal c'était le communisme et non l'islamisme. Le président serbe Milosevic était présenté à tort comme le défenseur du dernier bastion du communisme en Europe. Et sa tentative de sauvegarder la Yougoslavie était interprétée comme une volonté de sauver le communisme, même si celui-ci avait des intérêts tout autres. Encore une fois, il faut garder en vue que cela se produit 10 ans avant le 11 septembre. Et à cette époque, les Moudjahidines ou l'islam radical ne sont pas encore l'ennemi numéro 1 à l'échelle mondiale. Pour mener leur campagne guerrière, les Américains vont s'appuyer sur les riches monarchies pétrolières. Armes, troupes et équipements sont acheminés avec l'appui de la CIA. Mais les fonds viennent de pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie ou même l'Iran. En mettant de gros moyens, l'Amérique veut aussi contrer une Europe trop puissante, qui pourrait lui faire concurrence sur l'échiquier mondial. Les Américains voulaient affaiblir le continent européen en créant un incendie dans le jardin de l'Europe et donc dans les Balkans. Alors les Américains vont mettre du cœur à l'ouvrage. Pour faciliter l'arrivée des Afghans, ils utilisent la Croatie du président Tudjman. Les troupes sont acheminées par le port de Split et se rendent au front avec la bénédiction des Croates. Au début de la guerre, les Croates s'allient opportunément aux Bosniaques afin de contrer la supériorité militaire serbe. Pendant de longues années, j'ai été le directeur des services secrets au sein du commandement de l'armée de Bosnie, et ce jusqu'en 2002.
Je sais donc de sources sûres, à travers les nombreux contacts que j'ai eus avec la CIA et les autres services de renseignement, que les Afghans étaient acheminés grâce à un accord passé avec l'armée croate, c'est-à-dire le président Tudjman lui-même. Le but était de provoquer le chaos et la guerre. Les Moudjahidines vont être intégrés dans l'élite de l'armée bosniaque, la 7e brigade musulmane. Mais les Afghans s'agacent très vite du peu d'ardeur des soldats bosniaques durant les combats et de leur manque de ferveur religieuse. Cette image résume toute la détermination des djihadistes. Au plus fort des combats, ils prient sous la mitraille. Rapidement, des divergences apparaissent. Les intérêts des Afghans ne sont pas les mêmes que ceux de l'armée bosniaque. L'objectif des Moudjahidines n'était pas de libérer la Bosnie de la Yougoslavie, comme le souhaitait l'armée officielle de Bosnie. Ce qu'ils voulaient, c'est mener un djihad contre tous les chrétiens. D'ailleurs, les djihadistes finissent par se retourner contre leurs alliés croates, des chrétiens. Au printemps 1993, excédés, les Croates coupent les voies d'acheminement qui traversent leur territoire et font prisonnier plusieurs Moudjahidines. Leur réponse va être cinglante. Dans le secret le plus total, un commando s'entraîne aux prises d'otages. Quelques semaines plus tard, lors de 2 opérations spectaculaires, le commando enlève 4 membres des services secrets croates, 6 soldats, ainsi que le commandant en second de l'armée croate. Ces otages, ici à l'image, vont être détenus dans un lieu tenu secret. Mais surtout, le 15 avril 1993, les Moudjahidines s'offrent une prise de choix. Le commandant en chef des forces croates en Bosnie, Živko Totić. Lors de cette opération, tous ces gardes du corps sont tués à la Kalachnikov. Le commandant va se plier à une humiliante mise en scène. Obraćam se posebnim institucijama Hrvatskog vijeća obrane Herceg-Bosne sa molbom, a i na traženje Međunarodnog crvenog križa kako bi se naša razmjena što brže izvršila, da se u potpunosti ispoštuje puštanje svih na slobodu uhićenih stranih državljana koji su došli u Republiku Bosnu-Hercegovinu da je brane. Cette mise en scène filmée ne va pas sans rappeler les vidéos d'otages qui deviendront une arme de propagande redoutable au profit d'Al-Qaïda. Excédés, les Croates, les casques bleus et même les Bosniaques vont ordonner aux Moudjahidines de relâcher leurs otages. Dans les montagnes des Balkans, la traque est lancée. On veut retrouver les ravisseurs. Sans succès. En mai 1993, les Croates, la force internationale et les Bosniaques capitulent. L'échange des prisonniers a lieu sous l'égide des Nations Unies. Le symbole est fort. Des Moudjahidines euphoriques récupèrent leurs frères sous le regard de casques bleus impuissants.
Ce coup de force va conforter la réputation des Moudjahidines, mais aussi signer la fin des accords de paix entre Croates et Bosniaques. Mais cette fois, c'est Bill Clinton lui-même qui intervient. Dans sa guerre d'influence contre les Russes, le président américain a fait de la Bosnie une priorité. Face à cette situation, le président croate Franjo Tuđman a coupé tous les soutiens aux musulmans qui participaient à la guerre civile en Bosnie. Mais le nouveau président américain, Bill Clinton, a fait pression sur le président croate Franjo Tuđman pour qu'il arrête ce blocus et permette aux armes et aux nouvelles recrues de transiter jusque sur le front bosniaque. Et ce, même si celles-ci étaient des combattants d'Afghanistan qui venaient avec le soutien d'Oussama Ben Laden. Suite à leur coup d'éclat contre les Croates, les Afghans réclament aux autorités bosniaques leur autonomie totale, sous peine de rentrer chez eux. Les Bosniaques ne sont pas longs à convaincre. Ils ont un besoin crucial de ces troupes de choc. Od strane države Bosne i Hercegovine I vrhovne komande armije Bosne I Hercegovine je priznata jedinica El-Džihad kao jedinica armije I samostalna pod komandom njenom. Le 13 août 1993, la brigade El Moudjahidine voit le jour. Elle est composée uniquement d'étrangers, dont les chefs sont des radicaux guidés par la charia. Le premier leader sera le saoudien Abu Abdelaziz, dit Barberousse. On le décrira plus tard comme un recruteur de haut niveau pour le compte d'Al-Qaïda. Barberousse sera rapidement supplanté par l'émir Anwar Shahaban, un Égyptien proche d'Ayman al-Zawahiri, le futur numéro 2 d'Al-Qaïda. Anwar Shahaban est un théoricien qui appuie son autorité sur une interprétation extrême du Coran. Le côté opérationnel de la brigade est pris en main par Abou El Mahli, un Algérien que l'on surnommera le petit Ben Laden en raison de son extrémisme. Abou El Mahli est un pur produit du groupe islamique armé, le GIA algérien, et deviendra l'un des leaders les plus enflammés des Moudjahidines. Le verre est dans la pomme. Pour augmenter leurs effectifs, les Moudjahidines vont recruter jusqu'en Occident. Ils montent des campagnes de propagande et se servent de frères européens comme agents de communication. My name is Abu Ibrahim. I'm 21 years old. I'm a third-year medical student in Birmingham University, and I live in Golders Green, London. But what we lack here is Muslims that are prepared to suffer and sacrifice. What I feel here when I come here is a sense of satisfaction, because every time I'm in Britain, I watch the TV and tears roll down my face when I see the Muslims in Bosnia, Muslims in Palestine, Muslims in Kashmir. And then I come here and you feel a sense of satisfaction. You feel that you're fulfilling your duty. If you want to see true Sufism, if you want to see true people, true Muslims with unity come to this place, then you'll see. These people, Mujahideen, come from all over the world, not just from one Arab country, but many brothers from France, from England, from everywhere, from Uganda, from Philippines, and everywhere. They come to fight here, not for no money, but fi sabilillah, for the sake of Allah. Allahu Akbar! En recrutant en Occident, les chefs djihadistes réussissent un coup de maître. Réunir sous une même bannière les combattants radicaux d'Afghanistan et des Européens tentés par ce qui leur semble être une grande cause. En fin de compte, nous n'avons jamais eu à recruter qui que ce soit. Ce sont les Serbes et les Croates qui ont fait le travail pour nous, en commettant des atrocités sans fin contre les musulmans de Bosnie. Ayman Awan fait avant tout allusion à la campagne de terreur que les Serbes font peser sur Sarajevo.
La ville est sous le feu des snipers serbes et les télévisions du monde entier passent les images en boucle. Ces images ne doivent pas faire oublier que les atrocités ont été commises par tous les belligérants. Serbes, Croates ou Bosniaques veulent gagner des territoires et l'épuration ethnique est en marche. Des villages sont brûlés, des civils exécutés et des femmes violées. La torture est partout. Sur ces images très dures, 2 soldats serbes sont exhibés devant des villageois euphoriques par des militaires bosniaques. On les force à scander le prénom du président bosniaque. Ce type d'image va alimenter la fureur collective qui dévore la Bosnie. Mais au jeu de la propagande, les Serbes sont les grands perdants. Certaines campagnes tiennent de la pure manipulation, comme cette vidéo de prisonniers bosniaques affamés, prise dans un camp serbe. À cette occasion, le président bosniaque Izetbegović et ses conseillers américains ont présenté ces images à l'opinion publique occidentale comme étant celles d'un camp de concentration en Bosnie. Sur la première page de Newsweek ou du Time Magazine, par exemple, on voit des prisonniers musulmans derrière des barbelés, exactement comme à Auschwitz. Et du jour au lendemain, les Serbes sont apparus comme les nouveaux SS et les musulmans comme de nouveaux juifs. Mais c'était de la manipulation, car il ne s'agissait pas d'un camp de concentration. Sur l'extrait d'origine, les prisonniers expliquent en effet qu'ils sont bien traités et qu'ils sont nourris. Mais le mal est fait. Et au sein de la brigade El Moudjahidine, les nouvelles recrues affluent. Elles sont orientées vers la base opérationnelle de la brigade, située à Zenica. Sur place, les volontaires trouvent une raison d'être à leur existence. Une solidarité unique et un quotidien porté par des valeurs religieuses fondamentalistes. Fin 1993, ils sont plus d'1 millier de recrues, barbus, rudes et sans pitié. Plus de 5000 hommes vont se succéder ainsi, durant toute la durée de la guerre. Face à l'afflux des étrangers, les soldats bosniaques sont aux anges. Ceux-ci font le sale boulot à leur place. J'ai été soldat de l'armée bosniaque, de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Derrière moi, il y avait la ligne de front. Sur ce front-là, nous combattions aux côtés des Moudjahidines. Là-bas dans le fond, c'est Paljenik, qui était la position tenue par l'ennemi, la plus dangereuse d'entre toutes. C'étaient de vrais soldats, alors que nous n'étions que de simples gamins qui ne savaient ni ce qu'était une armée, ni ce qu'était la guerre. Moi, à cette époque, c'était la première fois que j'entendais le son d'une grenade. Qui était leur commandant? Croyez-moi, je n'en sais rien. Je n'étais qu'un simple soldat. Alors, je ne pourrais pas vous dire. On ne savait pas qui était leur chef. Et même nos supérieurs hiérarchiques devaient l'ignorer.
En tous les cas, il n'était pas sous les ordres des officiers de l'armée bosniaque. Il ne leur rendait aucun compte. Ils avaient une sorte d'indépendance. On les voyait partir pendant 3 ou 4 jours, et puis ils revenaient. Ils étaient partis sur une opération, mais nous, les soldats ordinaires, nous n'avions aucune idée de ce qu'ils avaient fait. Personne ne le savait. Voici ce que font les Moudjahidines. Ils se lancent à l'assaut des lignes ennemies au cri d'Allah est grand. Avec de tels combattants, des postes réputés imprenables tombent les uns après les autres. Ils étaient d'une brutalité extrême, cruelle. Ils ne fuyaient devant rien, luttaient avec violence, et rien ne pouvait les arrêter. Et même pas lorsqu'il y avait des populations civiles en face d'eux. Tu n'avais pas le temps de lever les mains pour te rendre, qu'ils te tiraient déjà dessus. Quand tu es face à ce type d'ennemi, tu tires pour tuer ou tu te fais tuer. Le fait qu'ils aient beaucoup de succès militaires, mais aussi en raison de leur brutalité et de leur apparence physique impressionnante, ils n'avaient rien à voir avec les troupes contre qui on avait l'habitude de se battre. Ce n'était pas agréable de tomber sur des personnes d'une telle trempe au fond d'un bois. Début 1994, Sarajevo est affamé par les Serbes. Les bombes tombent jusque sur le marché central, au milieu des civils. Les Moudjahidines, eux, se sont radicalisés. Leur vie en autarcie va favoriser l'acceptation d'un islam radical. Beaucoup d'entre eux, venus dans l'idée d'aider leurs frères bosniaques, se laissent enflammer par l'extrémisme de leur chef. Et la glorification des martyrs galvanise leurs croyances. Les morts sont honorés par des mises en scène comme celle-ci, lors desquelles on met en œuvre leurs sacrifices. Tous ces volontaires voulaient être des shahids. Tous étaient prêts à mourir en martyrs au nom d'Allah. C'est pour nous le but suprême. Certains ont d'ailleurs offert leur vie, d'autres pas. Ça a un vrai sens pour nous de réaliser ce type de sacrifice, de risquer ainsi sa vie, car nous savons que nous aurons une très grande récompense en retour. Pour un travail, par exemple, si je sais que je vais être bien payé, je me donne à fond. Alors vous imaginez ce que ça peut être pour une mission plus grande encore. Fanatisés de la sorte, les Moudjahidines ne supportent plus le mode de vie des Bosniaques, qu'ils trouvent décadent. Intolérables, ces hommes qui fréquentent la mosquée, mais se rasent la barbe. Inadmissible, le verre de l'amitié traditionnelle que l'on partage dans les bars. Outrageante, la musique, les danses ou la consommation de tabac. Sacrilège aussi, ces femmes en tenue légère qui refusent le port du voile. Ou ces couples qui se laissent aller à des marques d'affection en public. Les combattants étrangers veulent imposer la charia dans un pays qui s'y refuse. Et pour cela, ils vont employer la force. Ces documents du tribunal international attestent d'hommes frappés parce qu'ils fument,
de bars saccagés car ils vendent de l'alcool, ou de femmes molestées car elles ne portent pas le voile. Les Moudjahidines font aussi fuir les familles qui se baignent dans les rivières à coups de kalachnikov. Les Moudjahidines, derrière qui se trouvait Oussama Ben Laden, voulaient avant tout créer un califat européen, c'est-à-dire un État musulman régi uniquement par la charia. Mais ils ont dû rapidement se rendre à l'évidence. Les musulmans bosniaques n'étaient pas disposés à vivre sous ces règles strictes. D'ailleurs, ceux-ci étaient en grande majorité des modérés qui avaient vécu en très bons termes avec les Croates et les Serbes, qui étaient tous chrétiens. Côté militaire, les combattants musulmans versent peu à peu dans les crimes de guerre. Galvanisés par leur leader, ils sont sans merci. Voici comment un imam non identifié présentait la brigade El Moudjahidine. Govore za nas da smo teroristi, zastrašivači. Ja svima poručujem jesmo. Ja sam prvi od njih i zastrašivat ćemo Allahove subhanahu wa ta'ala neprijatelje i terorisati ih dok ne bude Allahova dželešanu vjera govorna. Ces paroles ont certainement un écho particulièrement douloureux pour Velibor Trivicevic. À l'époque de la guerre, cet homme est médecin de l'armée serbe. Lors d'une offensive de la brigade El Moudjahidine, il tombe entre les mains des djihadistes. Je me rappelle d'un homme qui était dans une tranchée. Il s'appelait Danisic Bogomir. Ils l'ont frappé avec un bâton, puis ils lui ont coupé la tête. Elle se trouvait à 20 cm du corps. Ils m'ont placé à côté du cadavre et un collègue médecin à côté de moi, tous allongés afin qu'on soit regroupés. Ils ont alors commencé à tourner leur hache au-dessus de nous en criant « Allah est grand », puis à donner des coups de hache devant nos yeux, même qu'on sentait la terre et l'herbe qui nous giclaient dans les yeux. L'un d'eux s'est assis derrière moi et m'a saisi la tête et a fait un mouvement avec son arme pour me montrer comment on coupait la tête d'un infidèle, d'un tchetnik. L'un des frères Moudjahidines qui se rendait dans la ville de Zenica a vu un Bosniaque boire de la bière. Il a sorti son fusil et lui a aussitôt tiré dessus. Comme ça, sans poser aucune question. Il buvait de l'alcool, alors il l'a payé de sa vie. Pas de comment ou de pourquoi, tu bois une bière et allez, adieu. Nous, ils nous ont emmenés sur une place. Ils nous ont attachés par les jambes et ils nous ont à moitié suspendus ainsi. À côté de moi, sur le côté gauche, il y avait Gojko Vučić. Il suppliait, « Donnez-moi de l'eau, à manger. Je vais mourir, j'ai soif. » Là, un gros Moudjahidine est arrivé. Il a collé son fusil contre sa tempe et il a tiré. Il est remonté pour déposer son fusil et a pris une machette, puis est revenu vers Gojko. Il lui a attrapé la tête par le menton et a commencé à la découper. Puis il est arrivé jusqu'à la colonne vertébrale et comme il n'arrivait pas à la découper, il a donné 3 coups secs. Il l'a prise dans les mains et l'a passée à chaque prisonnier en disant « Embrasse ton frère, embrasse-le ». Nous devions tous embrasser la tête coupée d'un type qui nous avait nourris la veille. C'était ça ou la mort. Velibor a été torturé dans le camp de Gostović. Gostović est la base opérationnelle la plus importante de la brigade El Moudjahidine. Beaucoup de volontaires sont passés par ici avant de partir au front. Un habitant se souvient du temps où la brigade était ici. Ici, un peu plus loin dans ce virage, il y avait une barrière. Hormis eux, personne ne pouvait entrer. Tout ce qui se passait ici, personne ne pouvait le savoir. Il y avait des gardes et personne ne pouvait accéder. Et même pas les soldats de l'armée bosniaque? Non, non, personne. Eux uniquement. Ils restaient uniquement entre eux. Et tous les prisonniers de guerre étaient amenés ici. C'est ici que les Moudjahidines venaient se baigner. Ils sautaient de ce pont, là où c'est plus profond, entre les rochers.
Là-bas, c'était leur piscine. Elle allait sur près de 200 mètres. Quand il y a plus de courant, ça devient plus profond. Et ils pensaient que personne ne pouvait les voir. Et ils ont laissé des traces sur les piliers en béton. Là, regardez, sur le pilier. Ici, c'était la fosse commune. Quand ils ont compris qu'on savait qu'elle était là, ils ont exhumé les corps. Ils les ont transportés ailleurs et ils ont tout remis en place pour qu'on ne voit plus rien. Le camp de Gostovitch se trouvait sur le terrain de ce couple. Leur maison a été réquisitionnée de force et servait de base de commandement aux émirs de la brigade. Branislav Ristich, le propriétaire, dit qu'elle est hantée par les cris. Voilà, ça c'est ma maison en 1992, avant la guerre. C'était la vue qu'on avait. Il y avait une terrasse. Il y a ma fille là. Ça, c'est après la guerre, quand je suis revenu. Là-bas, dans la maison, il y avait des murs pleins de sang, là où se trouvait le centre de commandement. Ça a été repeint. Quand ils sont partis, on l'a retrouvé comme sur cette photo. On me voit avec ma femme et ma nièce. Il y avait environ 70 tentes. C'est la commission en charge des dommages de guerre qui nous a dit ça. J'ai entendu dire que c'était surtout des gens venant de pays arabes, des moudjahidines. Et aussi, il y avait un Français parmi eux. Et après, on sait bien ce qui s'est passé ici. Voici ce qu'il se passait au camp de Gostovitch. Des moudjahidines jouaient au foot avec la tête d'un ennemi devant une foule impassible. Mais la cruauté des moudjahidines ne se limite pas aux ennemis. Même lorsqu'ils se trouvent avec les militaires bosniaques, dont ils sont pourtant les alliés, ils sèment la terreur. Nos unités de la 28e division se sont rencontrées avec la brigade El Moudjahidine, pas très loin du village, près de l'école. Nous avions 10 prisonniers, des soldats de l'armée serbe de Bosnie, je crois. Les forces moudjahidines avaient arrêté une vieille femme. Dans ce face-à-face, nous en sommes venus. Je calme les choses. Ils voulaient nos prisonniers. J'ai donc dit à mon second de les emmener loin d'ici afin de les sauver. Pendant ce temps, les moudjahidines ont commis des atrocités sur la vieille femme qui avait plus de 75 ans. Ils l'ont égorgée. Puis ils ont commencé à insulter nos soldats, disant que nous n'étions pas de vrais musulmans, que nous n'étions pas liés à l'islam. Alors, afin d'éviter la confrontation, je m'en suis sorti par un coup de force. J'ai tiré sur toutes les chopes de bière avec mon pistolet. Quand ils ont vu que j'avais détruit les canettes d'alcool, ils sont partis. Ça a sans doute évité un affrontement sanglant car les fusils étaient prêts à tirer des deux côtés, comme entre deux ennemis. Tous les militaires n'ont pas eu le courage de ce colonel. Cet homme est un prisonnier serbe apeuré. Il a peur car un djihadiste de la brigade El Moudjahidine, le front ceint d'un bandeau bleu, force les soldats bosniaques à lui donner les prisonniers serbes. À force d'insister, il arrive à ses fins. Quelques instants plus tard, les prisonniers sont à terre. Ils sont tous morts. Ces méthodes barbares vont éclabousser de sang la réputation des djihadistes, au point d'en occulter leurs faits de guerre les plus valeureux. Ils ont réussi quelques belles opérations militaires. Mais au final, tout ce qu'ils ont fait, c'est commettre des atrocités. Ils ne nous ont rien apporté. Malgré l'importance qu'ils avaient au sein de notre armée, ils ne nous ont rien donné de bon.
Leurs actes ont juste terni l'image de tous les soldats de l'armée de Bosnie. À l'image de ce colonel, plusieurs hauts gradés bosniaques manifestent leur colère auprès de leur hiérarchie. Mais la brigade El Moudjahidine a su se rendre incontournable et le pouvoir fait la sourde oreille. Le président bosniaque, Alija Izetbegović, dira d'ailleurs mal connaître cette brigade, à la réputation sulfureuse. Pourtant, il vient ici la féliciter pour ses faits de guerre. Dragi vojnici, dakle, čestitam vam na pobjedi. Još jedanput, zahvaljujem vam se ispred našeg naroda za ono što ste učinili. Došao sam da vas vidim. Učinili ste vrlo važnu stvar. Le président Alija Izetbegović était-il au courant des atrocités commises par la brigade El Moudjahidine? Tous les rapports des services secrets arrivaient sur son bureau. Et Velibor Trivicević, le prisonnier serbe, pense qu'il est venu dans son camp de détention. Lors de notre arrivée au camp, on nous a placés à l'extérieur, attachés les uns aux autres dans une position semi-suspendue. On souffrait tellement que parfois on en perdait même connaissance. Je me souviens très clairement avoir entendu l'atterrissage et le décollage d'un hélicoptère. Les personnes autour se lançaient entre elles le nom de Alija. Alija. Dire qu'il s'agissait d'Izetbegović ou de quelqu'un d'autre, je ne peux pas le savoir. C'est néanmoins ce que j'ai entendu quand j'étais attaché dans ce camp. Et dans le contexte où nous étions, je doute fort que ce soit une grand-mère qui venait en hélicoptère pour voir ce qui se passait dans le camp. De fait, le président Izetbegović traite directement avec les chefs de la brigade et sait tout sur ses exactions. On le voit ici serrant la main d'Abou El Mali, le petit Ben Laden. Cet homme mystérieux est soupçonné d'être à la solde de l'Amérique. Abou El Mali est un type qui jouait sur plusieurs tableaux. Il faisait le jeu du djihad, mais aussi celui de l'Amérique. C'est ainsi qu'il a pu rester libre jusqu'à la fin. Et pourquoi est-il toujours libre à l'heure où je vous parle? Je pense que vous trouverez la réponse à l'anglais dans les bureaux de la CIA. Mais alors qu'il flirte avec la CIA, Abou El Mali tisse aussi un réseau terroriste redoutable. Et pour ses recrues européennes, s'appuie sur Abou Hamza al-Masri, l'imam de la mosquée de Finsbury Park à Londres. Ce radical a perdu un œil et ses deux mains en manipulant une bombe en Afghanistan. We are failing to even spread Islam either by sword or without sword because we don't follow the real path of the Mujahideen to establish whatever needs to be established by sword. Cette guerre était un excellent moyen de recruter des membres pour les futurs réseaux Al-Qaïda. Tout membre de ce qui sera plus tard Al-Qaïda pouvait venir chez les Moudjahidines pour acquérir une compétence qui pourrait leur être utile plus tard, dans la perspective d'actions terroristes ou de toute autre opération. La crème de la hiérarchie d'Al-Qaïda semble en effet avoir fait ses armes en Bosnie. Parmi ses combattants, le Saoudien Abou Suleiman al-Makki, paralysé des jambes lors d'un combat contre les Serbes. On le voit ici avec Ben Laden, juste après le 11 septembre, discutant du succès des attentats. Autre personnage clé passé par les camps bosniaques, Khalid Sheikh Mohamed, cerveau du 11 septembre, ainsi que 4 des terroristes qui se trouvaient dans les avions. Plus surprenant encore, Ben Laden lui-même aurait fait un passage éclair en Bosnie. L'expérimentée correspondante du journal Der Spiegel, Renate Flotto, l'a vu en personne dans le bureau même du président, dans le palais présidentiel à Sarajevo.
Il attendait de rencontrer le président Izetbegovic. Il lui a parlé, il lui a donné sa carte de visite, il lui a montré son passeport, je pense que c'était un passeport bosniaque, et il s'est vanté que lui, Oussama Ben Laden, allait gagner la guerre, exterminer les Serbes et exterminer aussi les Américains. And extinguish also the Americans. Look at us now. Jordan, Arabia, Iran, Egypt, Indonesia, Sudan, Tunisia, Algeria, man, Iran. Peu à peu, l'international terroriste s'organise sous une structure qui prendra bientôt le nom d'Al-Qaïda. Pour celle-ci, la Bosnie est un formidable terrain d'expérimentation. Il faudra néanmoins attendre le début 1995, avant que les Américains se rendent compte de la dangerosité de la brigade qu'ils ont eux-mêmes générée. Richard Clark, le conseiller en terrorisme auprès de cet président américain, a dit « c'était un pacte avec le diable ». Le cheval de Troie de l'extrémisme est au cœur de l'Europe. Et les Moudjahidines s'amusent de ce joli coup, monté avec la bénédiction de l'Amérique. Si vous voulez que je vous commente la politique extérieure américaine, eh bien tout ce que je peux dire, c'est qu'ils pensaient se servir de nous. Voilà pourquoi ils ont fait pression sur les autorités bosniaques et nous ont aidés à nous implanter ici. C'est une chose qu'ils n'ont d'ailleurs pas permise et même empêchée de façon catégorique au Kosovo ou ailleurs. Ils pensaient sans doute satisfaire leurs propres intérêts en laissant s'établir notre brigade. Au tournant de l'été 1995, les Moudjahidines s'inquiètent des pourparlers de paix. Ils veulent prolonger la guerre pour bouter hors de Bosnie les Serbes et les Croates et instaurer un califat au cœur de l'Europe. L'émir Anwar Shahaban décide alors de s'en prendre au casque bleu, tandis que Abu el-Mali, le petit Ben Laden, veut porter le fer et le feu sur l'Europe entière. En Bosnie, attentats et fusillades se multiplient contre l'Occident. Derrière eux, des Moudjahidines. Les Américains découvrent avec frayeur l'ampleur du monstre qu'ils ont généré. Et même les Bosniaques se posent des questions. Le président bosniaque Alija Izetbegovic et son gouvernement de l'époque étaient d'accord pour dire que bien qu'ils aient reçu ce dont ils avaient besoin de la part des Afghans, ils avaient aussi reçu beaucoup de choses dont ils se seraient bien passés. En disant ça, il faisait allusion à la radicalisation islamiste et à ces extrémistes qui faisaient la promotion d'idées totalement étrangères à la culture locale. Des idées qui, d'ailleurs, dès le début, n'étaient pas acceptées par les musulmans de Bosnie. Avant tout accord de paix, Richard Holbrooke, le négociateur américain, impose aux Bosniaques de déporter tous les combattants étrangers, y compris ceux qui ont obtenu la nationalité bosniaque. À cette époque, près de 800 Moudjahidines sont concernés, sur les 5000 qui sont venus en Bosnie. À contre-cœur, le président Izetbegovic s'incline. Alija Izetbegovic ne nous a jamais demandé de partir. Ce n'est pas dans les mœurs de ce peuple que d'expulser les gens qui les ont aidés. Mais bon, quand l'oncle Sam dit que c'est blanc, tout le monde dit que c'est blanc, et quand il dit que c'est noir pour tout le monde. Anwar Shahaban, le chef égyptien, accuse le président Izetbegovic de s'agenouiller devant l'Amérique. Au moins 300 Moudjahidines ont payé de leur sang. Il veut qu'en échange, les autres puissent rester en Bosnie sans condition. La réponse ne se fait pas attendre. Le 14 décembre 1995, jour de la signature des accords de Dayton, Anwar Shahaban est assassiné avec 4 autres chefs de la brigade. Fin décembre 1995, la guerre est finie et Sarajevo panse ses plaies.
Les djihadistes étrangers quittent peu à peu la Bosnie. Certains s'y cachent avec la complicité des autorités bosniaques. Leur rancœur est grande. Ils se sentent trahis par l'Occident et certains dirigeants bosniaques. Pour beaucoup, la guerre sainte ne s'arrêtera pas là. Chapeautés par la nébuleuse terroriste qui s'est formée en Bosnie, des groupes autonomes s'infiltrent dans toute l'Europe. Les services secrets occidentaux s'affolent. Des cellules sont démantelées en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Suède et même au Canada. La chasse est lancée. Août 1998 marque le début des grands attentats, dont les maîtres à penser sont des terroristes qui ont fait leurs armes en Bosnie. Tout d'abord, ceux contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar el Salam. 224 morts, plus de 4000 blessés. Puis en octobre 2000, celui contre l'USS Cole, le fleuron de la flotte américaine. 17 morts, 40 blessés. Derrière ces attentats, cet homme, Ben Laden. La suite est connue. Le 11 septembre 2001, soit 6 ans après la fin de la guerre en Bosnie, les Américains vont déployer l'artillerie lourde. Ils forcent les autorités bosniaques à arrêter les derniers islamistes étrangers encore présents sur leur territoire. Après les événements, beaucoup de Moudjahidines ont été déportés, en partie vers Guantanamo, sous pression des Américains. Et ceci s'est produit contre la volonté des dirigeants bosniaques, c'est-à-dire Alija Izetbegović lorsqu'il était président, puis son fils qui lui a succédé, et contre la constitution bosniaque. Donc ce n'est pas un État souverain. Sur le papier, c'est un État musulman, mais en réalité, c'est une colonie américaine dans le jardin de l'Europe. Suite au 11 septembre, des commandos fondent sur les repères de Moudjahidines. La traque est impitoyable. Certains combattants étrangers déportés dans leur pays d'origine y seront assassinés. D'autres seront envoyés à Guantanamo, mais souvent à tort, en raison des difficultés à prouver la responsabilité de chaque individu. Mais l'Amérique crie haut et fort qu'elle pourchasse de dangereux terroristes. Des terroristes dont elle a elle-même facilité l'existence.